Hello guys, bienvenue sur le rideau noir. Alors aujourd'hui nous allons nous plonger dans l'univers de la série Prison Break en se posant une question simple mais très pertinente. Et si Michael Scofield, ce personnage vendu comme le génie de l'évasion, n'était qu'en réalité le plus gros pari narratif du cinéma? Alors pour tout découvrir, c'est derrière le rideau noir et c'est maintenant. Alors comme vous le savez, au cinéma il existe des personnages de fiction qui deviennent des icônes, des personnages presque intouchables au milieu desquels nous avons Michael Scofield, le cerveau tatoué qui a convaincu le monde entier. Alors pour toute une génération, ce type n'est pas juste un personnage, c'est un cerveau ultime, l'homme qui a battu tout un système sécuritaire, le détenu qui a humilié toute une prison entière avec juste un plan et des tatouages. Mais dès qu'on commence à regarder ce personnage de près, les détails dérangent, les décisions interrogent et ses défauts aussi commencent à peser autant que ses qualités. Parce que derrière le mythe du génie de l'évasion apparaît quelque chose de beaucoup plus fragile. Un personnage qui dépend énormément de la chance, d'un système pénitentiaire étonnamment permissif et surtout d'un scénario très généreux envers son personnage. Alors aujourd'hui nous n'allons pas célébrer Michael Scofield, nous allons plutôt le disséquer sous microscope, comprendre pourquoi ce personnage est fascinant, mais aussi pourquoi son mythe tient parfois avec du scotch scénaristique. Alors on s'installe, on enlève les lunettes rondes et on regarde Michael Scofield droit dans les incohérences. Alors en 2005, à la sortie de Prison Break, la promesse est incroyable. Un homme brillant, un ingénieur qui se fait volontairement incarcérer pour sauver son frère avec le plan de la prison tatoué sur son corps. L'idée est simple mais terriblement efficace. Le réalisateur construit un concept qui attire immédiatement l'attention. Et au centre de tout cela, nous avons Michael Scofield, joué par Wentworth Miller. Cet acteur au jeu minimaliste, peu de mots, peu d'émotions visibles, mais une tension permanente dans le regard. Scofield ne domine pas les scènes par sa force mais plutôt par sa présence, et c'est précisément ce qui crée l'illusion du génie parce qu'il observe, il écoute, il calcule, et pendant toute la première saison de la série cela marche. Scofield stimule un diabète pour accéder régulièrement à l'infirmerie. L'idée est intelligente mais dépend d'un facteur énorme que Sarah Tancredi, l'infirmière de la série jouée par Sarah Wayne, accepte de lui donner de l'insuline sans réaliser aucun examen de confirmation ni même de simple glycémie. Je dis, dans une vraie prison, un détenu qui stimule une maladie chronique subirait des examens médicaux complets, des analyses sanguines régulières, une vérification de son dossier médical. Mais dans cette série, Scofield compte donc sur la confiance immédiate d'un agent de santé inconnu. Et à ce niveau déjà, on comprend que son plan repose sur une stratégie extrêmement permissive du système. Maintenant parlons du cœur du mythe, c'est-à-dire le plan du Scofield. Sur le papier c'est brillant, mais en vrai c'est un pari gigantesque parce que son évasion dépend de dizaines de facteurs dont il n'est même pas en mesure de contrôler. Des prisonniers instables, des gardiens corrompus, des horaires précis, des événements imprévisibles. En réalité, un vrai stratège minimise les variables, mais Scofield en ajoute constamment. Chaque nouveau complice devient un risque, chaque nouvelle alliance peut exploser à tout moment, et pourtant la série nous demande de croire que la situation est sous contrôle, alors qu'en réalité Scofield ne fait que naviguer au bord du chaos. Prenons l'exemple où Scofield est obligé d'intégrer John Abrucci dans le plan. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de l'accès à l'atelier. Mais Abrucci étant un mafieux imprévisible, il exige des informations sur Fibonacci. Alors que selon la planification prévue par Scofield, cette exigence n'y figurait pas. Et là on comprend immédiatement que son plan dépend alors d'un criminel violent, d'un secret gouvernemental, d'un mensonge dangereux, et là le mythe commence à s'effondrer. Alors parlons de ce fameux tatouage. L'idée est géniale narrativement mais presque absurde. Michael porte sur son corps des plans architecturaux, des coordonnées, des codes cachés, des schémas techniques, et pourtant personne n'a rien remarqué pendant des années. Ni les médecins, ni des gardiens, ni des autorités. Je dis, dans la vraie vie, un détenu avec un corps couvert de tatouages critiques déclencherait immédiatement une enquête. Mais dans la série, tout le monde regarde ces tatouages comme s'il s'agissait juste d'un style gothique un peu excessif. Dans l'infirmerie, Sarah découvre une grande partie du tatouage de Scofield. Elle a nettement remarqué que ces tatouages sont inhabituels, mais elle ne pousse jamais l'analyse. Mais dans la réalité, un tatouage contenant des motifs techniques complexes attirerait immédiatement l'attention. Un simple architecte ou un enquêteur pourrait remarquer que ces dessins ressemblent à des plans techniques. Scofield dépend donc du fait que personne ne regarde vraiment son corps de près, ce qui est très peu probable.
Et en regardant cette série avec un peu de recul, un autre détail devient évident. La prison de Fox River est étonnamment accommodante. Les détenus circulent, les objets disparaissent, des tunnels apparaissent, des complicités se multiplient. Je dis, dans un établissement de haute sécurité réelle, le niveau de surveillance rendrait ce genre de plan presque impossible. Mais dans la série, les failles du système deviennent presque des autoroutes scénaristiques. Le succès de Scofield ne vient pas que de son intelligence, mais aussi de la chance d'être enfermé dans la prison la plus narrativement pratique du monde. Prenons la scène où Scofield et d'autres prisonniers passent des semaines à creuser derrière les toilettes. Dans une vraie prison, les cellules sont inspectées régulièrement, les structures sont vérifiées, les bruits suspects attirent immédiatement l'attention. Et donc creuser dans un mur serait rapidement détecté. Mais dans la série, les gardiens ne découvrent rien pendant des semaines. Un autre point rarement mentionné par des fans, Scofield ne réussit jamais seul. Je dis bien jamais. Son plan dépend constamment des autres criminels imprévisibles, des alliés instables et des personnes qu'il ne peut absolument pas contrôler. Et pourtant, le récit continue de le présenter comme le cerveau unique de l'opération. En réalité, son évasion ressemble davantage à un effet domino collectif plus qu'une stratégie parfaitement maîtrisée. Quand Charles refuse de coopérer au début, Scofield est automatiquement bloqué. Son plan dépend totalement de l'argent caché de Charles et sans quoi l'évasion perd une grande partie de sa logique. Et là, on comprend que son plan dépend du bon vouloir d'un autre détenu et cela laisse apparaître des limites de ce personnage. Au départ, Prison Break était conçu comme une histoire relativement courte, mais le succès de la première saison a tout changé. Et c'est le problème de la plupart des séries, notamment la Casa de Papel. J'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai démonté le El Professor, le génie du braquage. Vous pouvez aller regarder si cela vous intéresse. Bref, la série devient un phénomène mondial à la première saison. Et quand une série devient un phénomène, les règles changent. Les scénaristes doivent prolonger l'histoire, augmenter les enjeux, créer des obstacles toujours plus grands. Et résultat, Scofield passe progressivement du génie crédible au cerveau presque surnaturel. Dans la saison 4 de cette série, Scofield affronte une organisation mondiale appelée The Company. Je dis, ce mec passe soudainement d'un ingénieur civil à un stratège capable de battre une organisation internationale. Ce changement montre que le personnage a été exagéré pour prolonger la série. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Abonne-toi pour soutenir la chaîne si ce n'est pas encore fait, surtout que cette chaîne est à ses débuts. Active la cloche de notification, like la vidéo et surtout dis-moi en commentaire quel mythe mérite le prochain démontage. Ici c'est le rideau noir et derrière le rideau noir, on ne célèbre pas les légendes, on les fait passer au microscope. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.